merci d'être encore avec nous ce soir. On est en avance sur le programme, je pense, donc on peut prendre un peu de temps. Moi, ma présentation va aller assez vite. Déjà, je voudrais remercier en fait le laboratoire Servier pour nous avoir invités ici aujourd'hui. C'est grâce à des occasions comme celle-là d'organiser une réunion CDisc gratuite pour nous tous. C'est rare. Ça explique sûrement le succès remporté par cette journée. Il est vraiment souhaitable qu'on puisse continuer sur ce modèle. Merci à vous alors en tout cas. Je vais vous parler donc je vais essayer de faire un peu la transition avec la présentation juste avant, puisqu'il y a eu effectivement une petite question de la part de l'auditrice juste avant. Comment générer en fait sur un modèle un peu plus automatique le domaine TS, le Trial Summary, que l'on doit fournir dans nos soumissions SDTM. Alors en fait, l'intérêt, c'est vraiment de voir CDisc comme un organisme, comme une association qui produit des standards depuis la rédaction justement du protocole jusqu'à l'archivage des données. Et en fait, entre les deux, on a des standards qui vont nous permettre d'organiser, d'optimiser, d'automatiser la collecte de données, par exemple avec l'ODM. SDM va nous permettre de formaliser en fait les différents éléments du protocole pour les injecter justement dans cet ODM. On va voir un petit peu comment ça marche. Et puis, bien sûr, vous avez SDTM qui va nous servir pour la production de nos données pour la soumission. Alors, le schéma, vous le connaissez tous et toutes. Juste une petite chose. Alors, je forme pas mal d'étudiants en fait, dans les facs en France. Et ça rejoint aussi une des questions de ce matin. Comment est-ce qu'on peut aborder les standards CDisc ? Or là, j'ai affaire, moi, à des étudiants qui n'ont pas d'expérience professionnelle et à qui il faut expliquer par quel bout attraper cette énorme pelote de laine qu'est CDisc. J'ai tendance à dire, moi, effectivement, il faut commencer par le départ, c'est-à-dire le protocole, qui a effectivement un standard à part entière, assez récent pour des raisons historiques. En fait, le protocole est sorti bien après tous les autres standards et il va rentrer dans ce qu'on appelle l'objectif, un des 4 objectifs de CDisc, l'acquisition de données. Effectivement, protocole va, en amont de cette collecte que l'on peut opérer par ODM, permettre de collecter, de renseigner un certain nombre de paramètres dont on aura besoin pour ensuite produire dans ODM notre spécification, nos métadonnées par rapport à ce protocole et éventuellement, on le verra aussi, produire les critères d'inclusion, de non-inclusion, formater un certain nombre de concepts au niveau du protocole que l'on va réutiliser dans la chaîne de production de toutes les autres informations en dessous. Vous avez également donc l'échange de données qui lui va se faire à travers ce langage XML dont on a un petit peu parlé ce matin. Vous retrouverez énormément d'informations sur le site des utilisateurs francophones de CDisc. Fabien a, dans son introduction générale au standard CDisc, mis en place un petit document sur XML et l'utilisation de ce format, qui est un format universel, non propriétaire. Et c'est ce qui est intéressant pour nous tous aujourd'hui. CDisc n'a pas fait le choix de partir vers un fichier type Excel, qui est un fichier compilé, qui n'est pas libre de droit. XML va permettre d'avoir cet aspect multidimensionnel. On va pouvoir renseigner un certain nombre de niveaux pour donner de la profondeur dans l'information, le document qu'on produit. Donc on va avoir SDM qui va nous servir pour transporter, pour injecter des concepts du protocole dans le format ODM, Operational Data Model. On a également comme autre
objectif principal, bien sûr, la soumission des données qui, elle, va passer par, effectivement, le standard SDTM, Study Data Tabulation Model, SEND, son équivalent, et prochainement, alors c'est en train de sortir, en fait, les datasets XML qui vont remplacer les fichiers SAS version 5 utilisés actuellement, encore. Et enfin, un point très important, l'archivage de nos données. L'archivage, en fait, se fait au sens de ces disques par ce fameux fichier ODM qui va contenir 100% de l'information de nos études cliniques. 100% pour une raison simple, effectivement, on va voir tout ce qu'il y a dans le protocole, en fait, va venir s'insérer dans ODM pour faire partie à la fin de l'étude de notre archive complète pour expliquer toute l'histoire de nos données, étude par étude. Alors, le Bilbo le Hobbit va sortir après-demain, je crois. Donc là, ce n'était pas un anneau pour les gouverner tous, mais un protocole qui va être le point central de cette production de documents, d'informations. Et l'équipe, le groupe de travail qui a réfléchi à cette standardisation, PRM, Protocol Representation Model, a donc étudié non pas l'aspect visuel d'un protocole, mais mis au point des métaconcepts, des concepts standards par rapport à des mots-clés dans un protocole. Donc on va avoir par exemple le double blind comme on l'a ici, qui va vous donner la notion de degré d'aveugle de votre étude. On va avoir peut-être par exemple la description de l'âge de nos patients, etc., etc. Donc dans le protocole standard de ces disques, on va avoir comme ça une centaine de concepts identifiés pour vous permettre de fabriquer des méta-informations à partir de ce document. Donc, la grande idée, c'est de se dire, OK, on a PRM qui va produire cette information, la faire passer dans une moulinette pour générer automatiquement, en fait, trois choses. Le domaine TS et TI de SDTM. Donc ça, on va voir un peu comment ça marche. Également, au niveau de SDM, donc ce fameux standard qui va nous permettre d'injecter en fait des informations dans notre fichier ODM. Donc on a là la production de 3 entités à partir de PRM, de protocole. Et également, en parallèle, on va pouvoir, toujours en utilisant une moulinette, fabriquer les PDF qui serviront à l'initiation de notre étude au niveau de la FDA ou de l'Agence européenne du médicament, par exemple. Alors, ce protocole, Representation Model, en version 1, donc, qui est sorti il y a maintenant 2 ans, je crois, à peu près. Vous allez le trouver, bien sûr, sur le site de CDISC, après avoir cliqué sur la rubrique protocole. Alors, c'est un peu le foutoir dans les documents de CDISC, je trouve, à mon sens. Vous avez toujours plein d'informations quand vous cliquez sur les standards et un zip à la fin qui doit vous donner la grande partie de l'information. En étant membre privilégié, Platinum, etc., vous avez accès à une information plus complète. Donc si vous avez la possibilité, la chance d'appartenir à un groupe qui bénéficie de cette accréditation, de ce sponsoring de ces disques, à ce moment-là, je vous invite à vraiment télécharger les versions Platinum pour avoir le maximum d'informations, et notamment des exemples que vous n'avez pas dans les versions gratuites de ces disques. Donc, dans ce document, on va retrouver 4 grands chapitres. Un premier sur l'étude clinique et tout ce qui tourne autour des informations standards de votre étude, donc le type d'étude, le numéro d'enregistrement, le nom du sponsor, etc., etc. Il y a un deuxième grand chapitre sur les critères d'inclusion, avec l'âge minimum, maximum, etc. On va avoir un study design donc, qui va effectivement là participer à notre domaine study design
de SDTM, pardon, avec tous les éléments par rapport à la notion de bras de traitement, époque au niveau de la randomisation, etc., etc. Et on a un part 2 qui, lui, va donner tous les éléments d'activité de notre étude. En développement, à noter, il y a un chapitre sur les aspects statistiques du protocole. Donc là aussi, intéressant pour les prochaines soumissions. Vous allez pouvoir générer toutes les informations par rapport à vos études statistiques qui seront sous-jacentes à votre étude. Alors, si vous téléchargez le document, vous allez voir, ça fait un petit peu peur au départ parce que ils ont décidé de documenter ce protocole, d'illustrer cette version du standard en utilisant un langage de modélisation qui s'appelle UML, Unified Modeling Language, et qui va avoir la particularité de décrire, il sert un petit peu, si vous voulez, d'interface entre un utilisateur lambda du protocole et un programmeur qui va, lui, devoir informatiser les concepts de nos protocoles. Et donc, on va utiliser, par exemple, comme c'est le cas ici, un study ici qui va permettre de donner le nom d'une classe, le nom global d'un élément, et en dessous, on va avoir les différentes caractéristiques de cette classe study, avec notamment, par exemple, le phase code qui va nous donner la phase de notre étude. Pour chaque élément de notre classe, on a associé un code, un type de données associé qui va être le plus complet possible. On retrouve tout ça dans la spécification du PRM. Un petit exemple pratique d'utilisation, puisque tout ça est assez conceptuel. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir dans votre cahier d'observation, dans les systèmes que vous utilisez pour générer vos données, un formulaire qui va vous permettre de déclarer en fait tous les éléments contenus dans PRM. Les 100 concepts qu'on a vus tout à l'heure, vous allez pouvoir les documenter ici. Et une fois que cette information, vous l'avez associée à votre projet de recherche clinique, à votre cahier d'observation, on va pouvoir en fait fabriquer automatiquement, alors automatiquement, il y a un jeu de mapping derrière, on va fabriquer par exemple le domaine TS, Trial Summary, de vos fichiers SDTM. Et donc pour chaque paramètre, on va créer une ligne avec une notion, donc on reprend en fait toute la spécification de TS, du Trial Summary, et par exemple, vous pouvez le voir ici, on a la phase de notre étude. Là, par exemple, on pourrait avoir la phase 2 et 2B. Eh bien, ça va se générer par 2 lignes dans notre fichier de TS, de Trial Summary. Même chose pour les numéros d'enregistrement EUDRAC et clinicaltrial.gov, pardon. On va avoir 2 lignes également. Etc., etc. Donc on a, comme ça, on peut générer une centaine d'éléments en fonction de la spécification que vous avez au départ. Et en un clic bouton, pratiquement, on est capable de générer votre domaine TS. Attention quand même, parce que derrière, dans cette spécification du domaine, on a la notion de liaison avec la terminologie contrôlée de ces disques, et notamment la possibilité, dans la dernière colonne ici, de préciser en fait la version de la terminologie contrôlée utilisée. Donc ça aussi, c'est fondamental, il faut bien préciser, puisque cette terminologie contrôlée, elle est mise à jour régulièrement, 4 fois par an. Donc il faut ne pas oublier cette notion de version. Elle est présente, en fait, la terminologie contrôlée, quand on regarde les standards de ces disques, elle est vraiment utilisée de façon transversale. Dans tous les standards de ces disques, cette terminologie contrôlée, vous la retrouvez. Donc, il faut bien comprendre les concepts qu'il y a derrière.
Et notamment, là, si vous regardez, par exemple, pour la notion de phase de votre étude, j'aime bien aussi dire aux étudiants que j'ai en formation, la terminologie contrôlée, elle est intéressante pour vous qui démarrez parce qu'elle contient tous les concepts de la recherche d'aujourd'hui avec des définitions assez précises par rapport aux différents mots-clés, comme la phase d'une étude. Ici, vous allez retrouver une définition très précise qui ne bouge pas beaucoup d'une version à l'autre, en tout cas pour les notions de phase. Donc vous avez plusieurs formats pour la contrôle terminologie, Excel, des fichiers XML, vous avez du peut-être du PDF, je sais, du texte aussi, oui, vous avez des fichiers plats, des fichiers ASCII. Là, ce qui est intéressant, c'est effectivement d'utiliser un format qui vous permette de faire de la recherche et d'aller retrouver rapidement les concepts que vous cherchez. Donc là, par exemple, vous pourriez chercher sur phase, et à ce moment-là, le moteur de Excel ou peu importe PDF, celui que vous utilisez, va vous retrouver l'information assez vite. Surtout ne pas imprimer la terminologie contrôlée. Mauvaise idée. Alors, un autre exemple, dans la spécification de PRM, on préconise plutôt, le groupe préconise de remplir les critères d'inclusion et d'exclusion dans ce générateur automatique de données PRM pour ensuite dériver cette information et fabriquer dynamiquement les critères d'inclusion, de non-inclusion. Moi, mon expérience fait que j'utilise plutôt le process dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on rédige les spécifications du cahier d'observation et on génère à partir des items de type critères d'inclusion, non-inclusion, les informations pour les mettre dans le PRM. Et on va les associer en fait par le code SAS que l'on trouve, alors que je ne dise pas de bêtises. Ici, par exemple, je ne sais pas si c'est lisible, hein, mais on a effectivement chaque code SAS qui va permettre en fait d'aller être automatiquement injecté dans ce qu'on appelle les critères d'inclusion et les critères d'exclusion de PRM. Et du coup, derrière, on va générer automatiquement le formulaire électronique pour la saisie des données au niveau de l'investigateur, bien sûr, et au niveau de PRM, on a maintenant les critères d'inclusion et non-inclusion qui, eux, vont générer notre domaine TI, Trial Inclusion Exclusion Criteria. Sur le même principe que tout à l'heure, hein, ce n'est pas très compliqué, mais ça permet effectivement d'automatiser fortement cette partie où on va générer une ligne par critère avec les différentes possibilités en termes de contrôle de données. Donc là, nous, on utilise un langage particulier qui va être ensuite transcodé en JavaScript pour être d'un point de vue technique, mais enfin, on peut envisager toutes sortes de modèles d'expression. Alors, oui. Et comment on gère le versionnement après les modifications substantielles ? Quand il y a un amendement au protocole, tu vas générer une ligne supplémentaire, en fait. Ça va se générer. Oui. Le PRM ou tu modifies ton fichier toi, tu fais à l'envers, du coup. Ouais, moi, c'est plutôt à l'envers. Donc, ça va modifier, en fait, le PRM, effectivement. De façon... alors, si c'est en général, il n'y a pas d'ajout de critères d'inclusion. Ça peut arriver, mais si tu ajoutes un critère d'inclusion, ça viendra automatiquement s'ajouter dans la liste des codes SAS et du coup, tu as une nouvelle ligne qui apparaît. Et si tu le supprimes, du coup, parce que nous, on a des suppressions des fois pour élargir quand il y a des modes d'inclusion, ils suppriment certains critères. Oui. J'ai pas eu ce cas-là, moi. Ouais, mais tu auras une deuxième version du... Ben, c'est ça, moi, le problème. Ouais. Non, parce que nous, on ne va pas autoriser la suppression de l'item, en fait, on va le masquer
Donc il va rester en fait... Il faudrait que je regarde un peu comment c'est implémenté derrière. Mais... Oui. J'ai rajouté ça, j'ai enlevé ça. Vous reproduisez la deuxième liste. Si elle est à 99% pareille que l'autre, c'est pas grave. C'est ce qui se passe quand on ajoute un critère, en tout cas. Quand et donc, au niveau de votre base de données, simplement, vous devez avoir des codes différents pour les deux listes. Alors là, donc, on vient de voir en fait la partie automatisation de la production du domaine TS et TI depuis un protocole standard. Et maintenant, je vais vous parler de SDM, qui est donc un autre standard qui permet en fait de compléter Protocol Representation Model pour permettre la transformation de concepts de PRM, de Protocol Representation Model, vers ODM, Operational Data Model. Alors, en fait, cette fonction-là consiste à produire des petits échantillons de XML qu'on va venir insérer dans notre ODM à un endroit spécifique. Ça permet à la fin de l'étude en fait, d'obtenir un fichier d'archives, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est fondamental, dans lequel on aura les métadonnées correspondant au design de votre étude, donc tout ce qui est study event, qui contient des formulaires, qui contiennent des item groups et des items, d'accord, avec les codes listes associés éventuellement, si applicable. Donc ça, c'est le domaine, le modèle ODM. Et dans cette partie-là, il y a un niveau qu'on appelle protocole, dans lequel on va venir insérer les données de structure du protocole qu'on va générer depuis PRM. En dessous, on aura les métadonnées administratives, donc tout ce qui est utilisateur du système, les locations, donc tout ce qui est établissement hospitalier travaillant avec l'ICRF, les différentes CRO, etc., si vous avez besoin, les statisticiens qui travaillent. On va pouvoir définir ça dans les métadonnées administratives. Et enfin, les données cliniques qui regroupent pour chaque patient toutes les données, alors soit effectivement par patient, soit en suivant la structure de votre étude. Study event, form, item group, item, etc. Et donc, si je vous schématise ça à travers un petit modèle, en fait, on va retrouver donc cette information ODM, donc ce fichier global de structure de nos études cliniques, de notre protocole. Ah, pardon. Alors, avec la souris, il faut que je l'active, non? Ah. Il est où? Avec le trackpad au centre, non? Oui, d'accord, ok. Donc en fait, on a effectivement dans l'ODM un premier niveau study qui va contenir les métadonnées de notre étude. Et dans ce niveau métadonnées, on a le niveau protocole. C'est à cet endroit-là qu'on va venir insérer les différents fichiers XML issus du PRM. Et en dessous, on retrouve la définition de nos study event qui pointe vers des définitions de study event def. Pas facile, la souris, elle disparaît ici, qui contient des formulaires, des références vers des formulaires qui sont définis en dessous, qui contient des items group, des références vers des items group qui sont eux-mêmes définis en dessous, qui contiennent des items, d'accord, qui sont définis ici. Voilà comment ça marche. Donc cet ensemble, en fait, va vous permettre de spécifier de façon complète, à la fin de l'étude, lorsque vous aurez inclus tous vos patients, toutes vos données, pardon, avec la souris, j'oublie. Ici, vous aurez donc dans l'admin data les utilisateurs qui auront été inscrits dans votre ICRF et les données cliniques qui sont ici, regroupées par sujet, par study event, par forme, par item group, par item, avec les notions d'audit record, les signatures et les commentaires. Donc cet ensemble fabrique à la fin un énorme fichier XML qui vous sert d'archive globale pour toute votre étude. Et dans un seul fichier, vous avez à la fois les informations de votre protocole, les informations de structure de votre cahier d'observation, les utilisateurs du système et les données cliniques issues de cette utilisation.
l'objectif d'archivage de ces disques est rempli ici, par cette spécification. Donc, grosso modo, on va produire en fait à partir du protocole l'ensemble des éléments qu'on a vus tout à l'heure dans le formulaire que je vous ai montré, et on va venir injecter dans cette partie-là, dans la partie protocole, comme je viens de vous le dire, un certain nombre d'informations issues en fait des spécifications que vous avez pu renseigner dans votre formulaire PRM. Et à ce moment-là, on va avoir comme ça un certain nombre de niveaux XML qui vont s'ajouter dans notre fichier ODM central. Voilà, tout ici. Et une fois qu'on a cette spécification, effectivement, on va pouvoir générer toutes sortes de documents annexes, donc notamment du fichier HTML pour pouvoir illustrer cette partie SDM avec les informations qu'on a vues tout à l'heure, hein, le numéro d'enregistrement, la phase de l'étude, le critère principal de l'étude, les critères secondaires, les critères d'inclusion, de non-inclusion, etc., etc. Et en parallèle, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut générer aussi les différents documents nécessaires pour vous inscrire l'étude au niveau de l'agence européenne ou au niveau de la FDA de façon automatisée, le plus automatisée possible. Alors, une conclusion maintenant. Moi, je travaille avec ces disques depuis pratiquement le début. Je suis ce standard depuis le départ. Et j'ai toujours été très surpris d'entendre les gens qui plongeaient dans ces disques ne parler que de SDTM. Alors, effectivement, tout le monde connaît ces disques par ce petit bout-là. Et alors, ça change un peu maintenant. Effectivement, les gens commencent à s'intéresser un peu aux autres standards de ces disques. Mais il faut bien voir, moi, j'avoue que l'utilisation des standards depuis protocole jusqu'à cet archivage au format ODM, en fait, est une véritable chaîne de production d'informations logique. C'est important de l'utiliser, c'est en cascade, hein, c'est ce que je dis ici, puisqu'il y a quand même une réflexion globale de la part de ces disques pour produire cette chaîne de production documentaire depuis le départ jusqu'à l'archivage de nos données. Alors, ce n'est pas aussi transparent, évident que ça. Il y a des petites subtilités, mais globalement, on a quand même la production d'informations que l'on va pouvoir suivre dans toute la chaîne de production de nos informations. Au départ, il y a un peu de travail, effectivement, hein, comme dans tous les standards. Et la réflexion que je voulais avoir tout à l'heure, par rapport à vos études, en fait, vous êtes en pleine transition. Aujourd'hui, c'est compliqué, vous êtes obligé de jongler un peu, mais dans les années à venir, en fait, on sera dans un process beaucoup plus établi et il y aura moins on va appeler ça du raboutage de données, hein, pour faire en sorte que ça rentre dans les cases. Donc là aussi, hein, si vous commencez à mettre en place protocole, SDM, etc., en amont de vos études, vous allez effectivement améliorer cette production d'informations. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, ça veut dire que vous maîtrisez tous les standards de ces disques, la plupart, les grands standards. Donc, ce n'est pas non plus facile d'avoir cette vision complète. Il faut y passer pas mal de temps. On a des petites différences, des choses. Alors là, par exemple, vous avez gender dans le PRM et dans SDTM, on va stocker la variable gender, sexe pop, la population, le sexe de la population. Donc c'est des choses, ça, qui me... Bon, c'est des détails, hein, mais c'est vrai que si les producteurs des standards avaient cette vision plus globale aussi, on aurait moins de petites subtilités de ce genre. Par contre, en point très positif, hein, c'est vrai que là, vous avez pu voir, on va pouvoir automatiser, en fait, à travers ce PRM, le protocole, la production d'un certain nombre de données de façon presque automatique. Et d'une étude à l'autre, on peut récupérer cette information pour encore alléger nos process de production de données.
pour arriver à l'archivage en fin d'étude d'une information totalement complète.